Salut à tous, épisode 20 avec la Movie Star. C'est une nouvelle saison qui commence, c'est la troisième saison de cette carrière-là. Alors tout n'avait pas été joué en saison 1, mais pour autant on avait vraiment bien ratissé la saison 2. Je m'apprête à faire la même chose en saison 3, dans une partie où les très forts portent un nom. Ils ont évolué, c'est aussi ça qui est pas mal, hein. On a donc, allez, à 82 d'overall, on a trois coureurs majeurs. Julien Alaphilippe, Julien Alaphilippe qui sera en concurrence directe avec l'ami Marc Hirschi que nous avons recruté. Bonjour la tâche, bonjour l'ampleur de la mission. Quand on voit 84 en accélération, 83 en vallon, 84 en descente, la mission de Marc Hirschi, c'est d'arriver à faire vaciller le monstre Julien Alaphilippe. Et puis, évidemment, on en a un autre qui aura une autre mission, c'est Ivan Garcia Cortina, qui aura, lui, à cœur de tenter de faire un petit peu vaciller Wout Van Aert, pour ne citer que lui. Non, on n'a pas le droit. Il y a aussi, évidemment, Mathieu Van Der Poel, qu'on peut associer. Voilà, tous les deux sont à 82. Alors, peut-être que le fait qu'il ait signé chez Nippo Delco limitera un peu la présence de Van Der Poel sur certaines courses, mais ils ont un beau recrutement. À mon avis, ils seront présents, ils seront invités. Dans le même registre, évidemment, dans les adversaires de Cortina, on aura évidemment Peter Sagan. Hein, voilà, donc Peter Sagan, 31 ans. Il est chez De Koning Quick-Step ici. Hein. Il a signé un contrat un peu inférieur à celui qu'il avait précédemment. Il a signé 2 années. Il reste quand même un drôle de coureur. Et puis après, il y a par exemple l'émergence de quelqu'un comme Gianni Moscon, qui est très fort là dans la partie. Il a très bien évolué. Regardez-moi ce 81 en pleine couplé à un 82 sur pavé, un 79 en endurance, notamment pour ce qui est de concurrencer à Roubaix, il sera vraiment dément. Hein. Et puis, si je descends un tout petit peu, ou alors si je fais un classement voilà, par pavé, on aura également quelqu'un comme Bob Jungels, comme Casper Asgreen, Oliver Nassen, Seb Van Marke, Olivier Lampard, Jesper Stuyven, etc. Sans oublier, regardez, incroyable, mais vrai, Quinn Simmons dans cette partie est à 82 en pavé, il a drôlement évolué le bougre. Donc attention à la IF1 de Quinn Simmons et d'Alberto Bettiol, si ce dernier n'a pas bougé, ça va, c'est le cas, avec Sepp Van Marke, qui lui a bougé. Regardez, il est un De Koning Quick-Step à présent, donc il y a du monde en face, on va se régaler. Parlons encore d'un autre volet qui est très important avec cette équipe-là. Ça va être évidemment la concurrence sur les tours et sur les grands tours. Alors, Egan Bernal vit dans une autre dimension, avec son 84 en montagne, 79 en vallon, c'est correct ici au niveau du contre-la-montre. Et évidemment, c'est sûr que si on avait une belle étape de pavé à proposer sur un Tour de France, par exemple, ça pourrait faire un mal absolu à Egan Bernal, du moment que notre type à nous passe. Je prévu plutôt solaire sur le Tour de France. Puis après, voilà, les notes récupération, je vous fais pas un dessin, à 83. Bref, on est sur du très fort. Primoz Roglic n'est pas en reste. Hein, on retrouvera sûrement Roglic aux avant-postes, même si avec ses 32 ans, une petite baisse de notes ne devrait pas forcément tarder. Alors peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans quand même, hein, on ne sait pas. Simon Yates, on a Geraint Thomas qui là doit être assez vieillissant, je pense. 35 ans, donc il sera peut-être pas forcément la menace principale. Moi je dis ça se trouve, il va nous trucider. Tom Dumoulin également relativement vieillissant. Non, il faut plutôt, donc Tom Dumoulin, ouais c'est pareil. 31 ans et encore peut-être quelque chose à faire, mais Tom Dumoulin roule souvent pour Roglic dans cette partie, donc il n'y a pas d'affolement. Non, Remco, ce serait peut-être le moment de le voir vraiment step up et être très fort sur un grand tour. Et puis non, sinon moi je pense évidemment à Tadej
Pogacar, avec son 84 ans ballon. Alors lui aussi sera un concurrent de choix à Liège, à Flèche Wallonne pour Marc Hirschi. Ça va nous faire bien de la concurrence. Allez, on n'oublie pas Carapace, puisqu'il y a 3 grands tours dans l'année. On n'oublie pas les Français qui avaient finalement fait une très belle saison l'année qui avait précédé. Alors où il est notre ami David Gaudu là. On aperçoit Cavagna qui est pas pourri. Thibaut Pinot un peu, voilà, il a stagné, on va dire, hein, dans un océan de coureurs qui ont progressé. À 31 ans, il se maintient quand même à un très bon niveau, hein. Mais désormais, il n'est même pas un des 20 premiers coureurs en fait de cette liste-là, hein. Pierre Latour est pas mal également. Marc Soler, vous voyez, a bien progressé, mais j'y reviendrai un peu après. Voilà, il est où notre vainqueur de la Vuelta passé? C'est David Gaudu. David Gaudu reste un mutant. Je me souviens à quel point ça avait été difficile de le jouer. À la preuve même, il nous avait tapé sur la Vuelta. Voilà, Lopez est encore là, Charman, etc. etc. Donc, sans plus attendre, ce qu'il faut aller voir, évidemment, c'est les objectifs. Voilà, les objectifs du sponsor. Même si, bon, on va pas en faire non plus une jaunisse, hein, si on n'a pas ces objectifs-là en particulier, mais tout de même. Donc, ça va commencer avec 2 classiques très intéressantes. Et ensuite, évidemment, il va falloir aller titiller le top 5 sur Paris-Nice, Milan-San Remo. Et puis, il y a 2 objectifs qui me semblent assez délicats. C'est ici, là, c'est du 23 mars au 29 mars, puis début avril. Il faut gagner en Catalogne, il faut gagner également au Pays Basque. Voilà. Le reste est gérable, en tout cas jusque-là. Top 5 au Tour des Flandres, on l'avait fait l'année précédente, donc il ne va pas falloir se rater. Top 10 à Paris-Roubaix, on n'était pas loin de le faire, mais on ne l'avait pas fait. Et donc il va falloir essayer de remplir ces objectifs-là. Top 3 sur la Vuelta, je vais vous dire la vérité, c'est que c'est la victoire que je veux, hein, sur la Vuelta, puisqu'on avait été bien cueilli par Gaudu l'année précédente. L'effectif, il a évolué. Il y a un certain nombre de coureurs comme ça qui ont bien progressé. On pense à Enric Mas, on pense à Soler. On va regarder tout ça juste après. Higuita, Ben Garcia Cortina aussi a pas mal évolué. Il faudra faire de la place à Almeida. Il faudra faire de la place à Prieto. Il faudra donner quelque chose aussi à Nowen, à Bissegger. Voilà mes objectifs. Et puis après, il faudra donner aussi des jours de course à tous ces petits jeunes, que ce soit le petit Louis Wechter, qui ne paye pas de mine, mais il a 19 ans. Donc, sait-on jamais. Il y a forcément du bon à aller chercher. À notre petit Portugais, José Antonio Frade, qui émerge comme peut-être donnant les signes d'un puncher qui pourrait nous intéresser par la suite. On a gardé Elosegui, on a conservé Jorgensen, je vais reparler de Jorgensen, on a le petit Luis Crespo. Il y a des notes assez homogènes, mis à part qu'il n'avance pas au sprint et qu'il n'est pas fait pour les grands tours. Mais à part ça, il a des notes relativement homogènes. J'ai hâte de voir où est-ce que la 3e ou 4e note verte apparaîtra. Il est entraîné en classique du Nord, je pense. Et puis voilà, petit Thierry Kunzi également dans le même registre que notre ami Crespo. Voilà, donc on n'oublie pas Einario Rubio également. On passe aux objectifs. L'objectif, évidemment, c'est de répartir les forces entre les différentes richesses qu'on peut avoir. En l'occurrence, sur le plan des coureurs de grand tour, évidemment, on a une opulence, quoi, hein, avec Solaire. Vous voyez l'évolution de Solaire, d'ailleurs, c'est intéressant. Je trouve qu'il a quand même étonnamment évolué pour un coureur. Remarquez, il a que 26 ans au départ. C'est pas tant que ça, mais le fait qu'il soit allé ensuite toucher son 82 là, en décembre 2021, hein, donc ça veut dire que on est sur la fin de l'année 2021, quoi, hein, pour son 82 en montagne. Je crois que c'est déjà depuis le mois d'août, de juillet.
Euh, Ça en fait une force majeure de cette équipe. Donc il aura en charge le Tour de France déjà. Et puis son premier pic, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit compétitif au Tour de Catalogne, puisque le sponsor nous le demande. Et donc Soler aura ces charges-là. Après, on verra sur la Vuelta, je pense que j'enverrai du monde, mais je choisirai à l'avance le leader, histoire de ne pas me faire surprendre. Donc voilà pour ce qui est de Marc Soler, donc qui a suivi une jolie progression hein, tout de même. Ensuite, pour ce qui est de Sergio Higuita, il avait 22 ans, il n'était pas chez nous au début de partie, hein, vous voyez les notes. Et je trouve qu'au final, il n'a pas tant évolué que ça en 2 années pour un coureur qu'on pourrait estimer prometteur et qui au final n'a pas beaucoup évolué, en plus très jeune quoi. Hein. On sait la capacité de progression que peuvent avoir comme ça les jeunes coureurs reconnus comme prometteurs. Alors c'est sûr qu'il n'a pas été bredouille hein, sur cette partie, puisqu'il prend le Giro et le Tour de France l'année précédente, mais c'est quand même plutôt des histoires de concours de circonstances, travail d'équipe. Toujours est-il que cette fois-ci, il sera souvent associé à Solaire sur les épreuves importantes. Son premier pic, lui, sera sur le Tour du Pays Basque, et il sera en tant qu'électron sur le Tour de France. Je ne peux pas le priver de la possibilité de défendre son tour quand même. Déjà que j'aligne pas sur le Giro, mais voilà. Hein, donc les projets sont là. Pays Basque, en tout cas en premier lieu, c'est sa mission à l'ami Higuita. Après, pour ce qui est d'Enric Mas, lui a subi une évolution que je dirais intermédiaire entre celle d'Higuita, un peu frustrante, et celle de Solaire, très bonne, très satisfaisante, puisque celle de Mas est assez correcte. Vous voyez, il a comme ça monté d'abord en montagne à 80 sans trop attendre. Et après, il y a même les vallons hein, qui ont suivi avec quelques notes physiques aussi qui sont pas dégueulasses comme la résistance et la récupération qui en font un coureur qu'honnêtement on peut considérer comme fiable a priori, même s'il n'y a pas eu de grand tour dans cette partie. Il a rien claqué pour le moment. Il y a une deuxième place sur la Vuelta de Godu, mais donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, lui, je vais l'associer à mes jeunes Almeida et, et le petit Prieto, le Colombien. Je vais les associer tous les trois pour ce qui est essayer d'aller chercher Paris-Nice, le Giro. Et puis bon, j'ai mis Tour de Lombardie parce que sinon il y a trop de coureurs qui ont l'objectif Vuelta et ça peut baisser un petit peu le degré de satisfaction. Voilà. Ensuite, on peut encore changer hein, pour Mas. Tant qu'on n'est pas un certain temps avant la Vuelta, on peut encore modifier. Marc Hirschi, écoutez, au début de partie, c'est pareil, il était chez Sunweb, qui n'était pas encore devenu DSM. Il a ensuite été recruté et on a, c'est vrai, des notes qui n'ont pas non plus tellement évolué, je trouve. Elles sont pas faramineuses. Surtout si vous regardez par rapport aux notes qu'il a dans la World DB 21, là, la toute dernière qu'un certain nombre d'entre vous jouent, j'imagine. Donc ça va être un vrai défi avec lui parce qu'il n'est pas à cheater en vérité. Hein. Donc on va évidemment mettre un premier pic à Liège. Je vais surcharger en course pour être déjà performant à mon avis dès la fin du Pays Basque, voire dès l'Amstel. Le Tour de France, il ira en tant que joker de luxe hein, quelque part. Et on verra s'il n'y a pas moyen d'aller l'aider à chercher quelque chose sur les championnats du monde. Puis après, donc, pour ce qui est d'Ivan Garcia Cortina, au tout début de partie, vous voyez, c'était assez frustre. Hein. Il y avait une note en vallon, une note en pavé, des notes physiques qui étaient un petit peu moyennes. L'endurance a progressé. Il a progressé également au sprint et en accélération. Il a pris du vallon. Et il a fini même par prendre un peu de pavé. Donc ça en fait quelqu'un qui, avec gros pic de forme, va être redoutable et proche de l'invincibilité sur tout un tas d'arrivées, mais pas non plus invincible tout court, parce qu'en fait, quand on a vu les notes auparavant de Van Der Poel ou de Wout van Aert, on a bien compris que non,
c'est une belle carte, mais c'est pas une carte majeure à jouer. Donc c'est ça qui en fait tout l'intérêt pour moi. Objectif évidemment, le Tour des Flandres pour cette année et le Tour de France pour ce qui est d'aller encore chercher des étapes et peut-être un maillot vert. Puis je verrai si je joue pas en fait championnat du monde avec l'Espagne, auquel cas ce serait peut-être lui qui pourrait hériter du fauteuil de leader si jamais le profil est favorable. Voilà. Ensuite, il s'est agi de répartir comme d'habitude les équipiers. Donc là, je vous avoue que j'étais un peu en souffrance parce que j'avais du mal à m'y mettre. Alors Bissegger, juste un mot sur Bissegger avant de se plaindre. Bissegger, il a suivi un entraînement de puncher. Il a plutôt marché cet entraînement-là, si bien qu'on est arrivé à avoir ce que je qualifierais de un sous-Ivan Garcia Cortina, avec les pavés en moins, disons, mais avec quand même aussi des notes physiques qui peuvent laisser un peu à désirer, quoi. Mais de belles capacités, et on le verra un peu par la suite, des possibilités quand même réelles pour s'imposer de ci, de là. Lui, je lui mets un pic personnalisé. Il accompagnera également la team sur le Giro. Ce sera le sprinter attitré de l'équipe. Il faudra qu'il se débrouille un peu sans rien, hein, parce qu'on va quand même surtout jouer le général. Mais j'aime bien le profil quand même de ce Bissegger. On a éclaté les forces, on a réparti un petit peu, et puis ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même une équipe très orientée autour de Mas, dont fait partie ce jeune Alvaro Martin Prieto, qui a, regardé, quand il était encore sans équipe, c'était au tout début de partie. À chaque fois, pour les coureurs, j'ai pris les notes au tout début de partie, puis au bout d'un certain temps où ils avaient subi l'entraînement chez nous, et puis après, là au 28 décembre 2021. Mais après, le garçon est probablement amené à évoluer encore, hein, ce qui fait qu'en fait, il peut avoir un beau destin, celui-là. Il va accompagner Mas, ça sera comme je crois en Almeida. Il va accompagner Mas pour essayer soit de tirer les marrons du feu si jamais Mas a un pépin, soit de le soutenir, et là pour le coup on a une obligation, c'est comme avec Almeida, de gagner un peu de ci de là une étape, des petites étapes de prestige, ou alors un maillot de la montagne, etc. Almeida avait commencé de manière assez modeste, donc c'était dans la partie chez Deceuninck Quick-Step, et chez nous c'est vrai qu'il a réellement éclaté. Je pense que en fait c'était juste une histoire de timing. Il a éclaté, et en fait il ne va pas tarder à passer carrément à 82 montagnes les semaines qui vont suivre. Là c'est une prise de note le 28 décembre 2021, mais en fait encore un mois ou un mois et demi plus tard il a encore step up. Donc vraiment grosse satisfaction que mes petits jeunes. L'évolution elle est belle, et on se retrouverait presque avec une abondance de biens sur ces postes là comme ça de leader de grand tour, hein, mais bon, voilà, on va essayer de répartir. Je vais essayer de jouer dans cet esprit de donner un peu à manger à tout le monde, que chacun ait son occasion de briller. J'aime bien, je trouve que c'est amusant d'essayer de partager un peu les victoires, en tout cas pour ce qui est de cette année-là. Le petit Jacobs qu'on a ici à l'écran, lui peut constituer une forme de déception. Son entraînement de classique du Nord, bien évidemment, vu le profil, aura permis tout de même une jolie upgrade en pavé, mais pour le reste, je trouve que ça laisse à désirer. Il est par exemple bien loin des progrès constatés chez le jeune Nowen, que je montrerai un petit peu plus tard. Un qui n'a vraiment pas progressé, et vu son âge, on pouvait s'y attendre, mais ça tourne quand même limite à la catastrophe au fil du temps, c'est Jürgen Roelands. Alors en plus, Jürgen Roelands, c'est quand même pas n'importe qui, hein. C'est un coureur qu'on a déjà admiré. C'était plus au courant des années 2010, 12, 14, 15, etc., où il a été vraiment très très fort. Et là, on voit qu'il est vraiment sur le crépuscule de sa carrière, avec de belles chutes de notes
par-ci par-là. Je crois qu'il y a même un moment où il va avoir 2 mois plus tard, il va avoir encore moins quoi. Donc bon, grosse perte de notes. C'est un peu comme Valverde. Grosse perte de notes chez le vétéran Jürgen Roelands. Et bah ouais, ça fait partie. Hein. C'est comme ça que ça se passe sur Pro Cycling Manager en général. Puis après, voilà, bon, j'ai ajusté ma petite pré-saison en suivant toujours les mêmes principes. Toujours le très élevé. Lorsqu'on veut un pic, bah, par exemple à Paris-Nice, ça c'est mon montage un peu particulier, puisque l'équipe du Giro a un premier pic dans sa saison, alors autant que ce pic soit finissant dans Paris-Nice, pour pouvoir démarrer le travail en fait très rapidement et ne pas attendre et ne pas se retrouver en déficit de points pour la constitution de leur deuxième pic pour le Giro en fait, c'est ça. Sous nos yeux actuellement, l'élaboration de la courbe de préparation d'Ivan Garcia Cortina. C'est vrai que le profil comme ça de Flandrien, sprinter, pas dégueu en punch, capable en fait de beaucoup de choses, une certaine polyvalence. Ce profil-là, bah, vous êtes servi dans la première partie de saison avec les classiques, plus même quelques petites courses par étape, puisque je l'alignerai lui sur Tirreno finalement. Lui, il ira sur Tirreno et c'est Bissegger qui ira sur Paris-Nice. J'ai changé au dernier moment, un peu plus tard. Et puis c'est vrai qu'après, quand vous les alignez sur le Tour de France, ces mecs-là, vous faites vraiment plaisir. En revanche, troisième partie de saison, finalement, c'est soit on aligne sur la Vuelta, soit il y a vraiment un objectif au championnat du monde, mais sinon, pas me dire que Hambourg, Plouay, les Canadiennes, ça fait rêver au même titre que les Flandriennes du mois de mars-avril, quoi. Hein. Mais c'est pas grave, on essaiera de se régaler avec ça. Marc Hirschi, sous nos yeux, donc, pour ce qui est d'Hirschi, clairement, bon, bah, c'est pas difficile non plus d'élaborer une courbe de préparation. Avec comme ça des objectifs. Et puis après, voilà, j'ai un peu avancé. Je vous avoue, j'ai pas présenté les choses comme je le fais d'habitude, parce que je crois l'avoir fait suffisamment en vérité. Hein, il y a plein d'épisodes comme ça où j'explique la planification avec les barèmes, avec les calculs associés. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est une reproduction pour mes leaders et même pour mes équipiers d'ailleurs. Une reproduction de tout un tas de phénomènes que je connais déjà au niveau de la planif, quoi. On voit que Matteo Jorgensen, puisqu'il fait partie de l'équipe de Mas, et qu'on est en train de regarder la préparation de ces gens-là, autant en parler, il est parti de très bas, et pour atteindre des notes qui commencent à être correctes là, en cette fin décembre, début janvier 2022, le 75 en montagne commence à faire plaisir. Après, ça aura mis quand même bien longtemps. Bon, enfin, peut-être pourra-t-il servir à quelque chose dans cette équipe. Et bon, en tout cas, c'est encourageant. Après, c'est certain que voilà, on va rouler pour Mas. Hein, je pense ce groupe de coureurs-là, il roulera vraiment pour Mas, sauf exception qu'on rencontrera ici ou là. Que dire sinon que ben voilà, vous avez des jeunes qui sont prometteurs, d'autres qui le sont finalement pas tant que cela. Il y a un facteur aléatoire suivant les parties. Il y a aussi, à chaque fois qu'il y a une progression, il y a aussi de l'aléatoire. Donc tout ça est vraiment bourré d'aléatoire. Ce qui fait que, allez, vraiment, il peut y avoir des gros écarts d'une partie à l'autre. Je l'ai déjà constaté. Jorgensen peut avoir un développement qui est vraiment différent. Indépendamment de la différence de database choisie. Hein. Il peut y avoir vraiment des différences que j'ai constatées. Donc, bon, intéressant en tout cas pour le moment. Vous voyez qu'on s'intéresse ensuite, bien plus tard, à Soler et Guita pour ce qui est de combler. Après aussi, il y a toujours l'équilibre entre Tirreno, Paris-Nice. Il y a réduction pour essayer d'optimiser les participants autour de Catalogne.
la micro-répartition à l'intérieur des Flandriens pour savoir qui est-ce qu'on aligne aux 3 jours de Bruges-la-Panne, quel pic on veut provoquer à quel moment. Bref, toutes ces petites finesses, avec les courses aussi de pré-saison qu'on peut être tenté de jouer ou qu'on peut être tenté de simuler bien souvent. En tout cas, bien souvent, moi je les simule. Mais cette fois-ci, je vais en jouer quelques-unes. Je vais vous les montrer juste après cela. Bon, la nouvelle qu'on attendait, c'est évidemment Alejandro, qui, regardez, était parti de très très haut, enfin de très haut, de ce qu'il méritait. Et puis on a rapidement eu des baisses de notes. Et c'est vrai que ces baisses de notes, bon, elles vont atteindre un seuil qui est quand même assez tristouné pour le grand champion tout de même qui est Alejandro Valverde. Hein. C'est tout de même pas n'importe qui. Vous voyez, ça a bien chuté et assez rapidement, en plusieurs temps, et assez régulièrement aussi, les deux. Et je crois même qu'il est possible qu'il ait encore chuté même au mois de février. C'est un véritable drame. Donc le, le mutant de l'ancien temps, souvenez-vous des Flèches Wallonnes notamment, annonce sa retraite en fin de saison. C'est presque, mais d'ailleurs, à mon sens, la saison de trop. On prendra l'Espagne, hein, comme je l'ai brièvement montré et annoncé un peu plus tôt. On prendra l'Espagne pour le championnat du monde. J'avais fait Espagne la première année, Colombie la deuxième année, je retourne sur l'Espagne. Et donc après, voilà, je vous proposais quelques petites courses dites de pré-saison, qui en fait sont des épreuves qui sont très agréables à jouer et qui permettent aussi de faire un petit peu le tour de nos troupes. Sur l'étoile de Bessèges, Garcia Cortina avait comme ça en simulation gagné l'étape 4. Ah oui, alors, petit focus, je l'avais promis sur Nowen. Hein, donc j'ai essayé de faire un petit peu le tour des coureurs les plus intéressants dans cette partie. Nowen, il avait évolué déjà entre début janvier, avant son recrutement, puis alors carrément ça a explosé en avril 2021, donc 8 mois ou 9 mois en arrière, on va dire. Et puis vous allez voir qu'il a encore progressé, on va l'apercevoir dans quelques minutes là. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas de progresser. Je pense qu'il est vraiment en train de devenir assez monstrueux. Donc voilà, sur l'étoile de Bessèges, Garcia Cortina en simulation a pris le maillot de leader au terme d'une victoire d'étape sur l'étape 4. Dire un mot sur le fait que j'ai apprécié l'autre jour la victoire de Tim Wellens IRL sur l'étape 3 de l'étoile de Bessèges. C'était pas dommage, moi ça m'a bien fait plaisir. Et donc la mission, c'était avec une équipe assez proche de celle qu'on utilise sur les Flandriennes, c'était d'emmener Garcia Cortina là, sur l'étape 5, confirmer son maillot de leader. C'est d'aller gagner cette étape pour s'adjuger avec un certain panache le classement général final de cette étoile de Bessèges. Donc on s'y est attelé. C'est intéressant. J'aime bien retrouver mes marques là, de préparation de sprint avec IGC. Ça faisait un certain temps, mine de rien, qu'on n'avait pas joué du sprint avec l'ami Garcia Cortina. Donc c'est toujours amusant. Je le trouve toujours aussi fort. Même si ici la victoire est assez tendue. Hein. Il s'impose, mais vraiment d'un boyau. Mais il y a quand même toujours la victoire au bout. En tout cas, très souvent. Il y a eu beaucoup de deuxième place l'année précédente. Hein. Ce sera peut-être le truc que j'aurais envie d'améliorer là en 2022. Un peu moins de deuxième place et un petit peu plus de première. Voilà, ce sprint était pas du tout le plus beau. Moi, je retiendrai plutôt, pour moi, le sprint le plus beau là, de l'année de Garcia Cortina. C'est peut-être celui de Gand-Wevelgem ou alors celui des Champs-Élysées. Mais il faut les prendre. Et en plus, c'est bien parce que ça file le moral aux coureurs là, d'empiler les victoires. Donc voilà. La Vuelta à Comunitat Valenciana. Donc ça, c'est assez intéressant parce que on va être surpris en fait de ce qu'on va voir. Moi, j'aime bien jouer cette course-là. Je l'avais aussi proposée l'année précédente. J'aime bien la jouer. Le petit contre-la-montre, il est assez sympathique
parce qu'il y a un peu de pourcentage à certains endroits. Et vous allez voir qu'en fait, ça va être assez surprenant. On n'aura pas forcément les résultats qu'on attend, ou les mecs qui brillent ne seront pas non plus nécessairement les types auxquels on se serait attendu, quoi. Donc, en l'occurrence, dès la première étape, Prieto a hérité d'une forme du jour de malade, hein, et ça fait partie. On ne peut pas aussi se ramasser que des -4. Et allez, première intermédiaire, l'ami Prieto, il va comme ça, hop là, prendre le meilleur temps intermédiaire. Alors, bon, il y a très peu de coureurs qui sont partis, en tout cas bien loin de la moitié. Donc, on va pas s'enflammer non plus, hein, mais par contre, ça donne envie de pousser jusqu'au bout, essayer d'optimiser un petit peu la gestion de la barre sur ce contre-la-montre. D'ailleurs, est-ce qu'elle va être réellement optimisée? Allez, on va regarder ça avec un œil un petit peu critique. Allez, il restait un tout petit peu de jaune. On aurait pu faire mieux. Donc, est-ce que ça va nous coûter quelque chose? En tout cas, c'est pas Almeida qui va faire du mal à Prieto, qui conserve toujours ici, au moment de l'arrivée de Enric Mas, sa première place. Et en fait, il va la conserver, oui, pour de bon. Donc, victoire d'étape devant Castroviejo, devant Kelderman. Il y a quand même 2-3 types qui sont pas mauvais, et devant lesquels Prieto va comme ça prendre cette étape-là. Après, bon, on rentre dans le vif du sujet, hein. Dès la deuxième étape, tout de suite, une petite arrivée au sommet. On va reparler de quel type de sommet il s'agit. Tu vois-t-il qu'il y a un véritable mur au premier tiers là, de l'étape. Prieto, c'est important pour lui, parce qu'en fait, il faut que je lui trouve des petites victoires à droite à gauche. Donc, c'était vraiment parfait d'arriver à choper celle-là. Peu importe en vérité que Mas et Almeida ne l'aient pas prise, parce que c'est eux par contre qui ont probablement joué le général. L'un des deux en tout cas jouera le général sur ce Tour de Valence. Et donc à partir de là, on va essayer de faire travailler Prieto, qui est doté d'une moindre forme du jour là, à ce stade-là. Donc c'est peut-être l'occasion de faire bosser. J'ai eu un petit souci de ravito. Le type se fait lâcher, après j'en envoie un autre. Enfin, bon. Ça, malheureusement, c'est des trucs qui arrivent comme ça. On peut pas y faire grand-chose parfois. Almeida a fait un boulot assez sympathique, mais on ne reprendra pas Alexei Lutsenko, qui était parti un petit peu avant. Et il y avait aussi Tadej Pogačar qui était chaud. Thibaut Pinot est présent. On a quelques jolis noms, hein, Michal Kwiatkowski également. Voilà. Et c'est à ce stade-là Brandon McNulty qui a le maillot de leader. Enric Mas, ça ne sera pas son terrain, l'étape 3. Non, on va essayer de jouer le coup justement pour Bissegger. C'est tout l'intérêt du truc. C'est d'arriver à répartir nos forces le mieux possible. Et essayer de s'amuser, quelle que soit la config en fait qu'on a choisi, quoi. Et donc en l'occurrence là, je cherche à voir si quelque chose est faisable avec le petit Bissegger. On va donc emmener Bissegger, ça va être assez marrant, parce qu'on l'emmène avec des gens qui sont absolument pas des spécialistes. Vous voyez, on fait rouler ici Jorgensen, on va être... j'ai un petit train là que vous apercevez à gauche, hein, avec Rubio, truc improbable, et Verona qui se retrouve poisson pilote, et Bissegger qui va passer comme ça. Alors vous dites, ouais d'accord, il gagne parce qu'il n'y a personne, quoi. Ouais, si on veut, Alexander Christophe, Jesper Philipsen, Dion Groenewegen, ça va, Marc Sarro, ça va, moi je suis content. Je suis content de gagner face à ces types-là. Après, est-ce qu'ils sont vraiment bien emmenés? Est-ce qu'ils sont vraiment bien préparés? Bon, on ne va pas pavoiser trop longtemps non plus. Et puis on se retrouve ici sur une étape 4 déjà. Étape 4 sur laquelle il y a vraiment une explication au sommet, puis une descente. Donc on va essayer de taper fort cette fois-ci, hein. Le 82 que je vous avais annoncé pour Almeida, on va l'apercevoir, on va pas tarder à l'apercevoir, on l'a déjà vu, entrevu.
il est déjà arrivé, voilà. Hein, on l'avait à l'image furtivement, et puis on reverra Almeida à l'œuvre. Il va être chargé de travailler pour Mas. Ouais, parce que l'étape 2, là, je vous avais dit, alors quel type d'ascension était-ce? Ben, un truc a priori plutôt pour puncher, hein. Et en tout cas, pas défavorable aux punchers en particulier, même face aux grimpeurs. Ça arrive assez fréquemment sur PCM que les grimpeurs soient pas nécessairement avantagés sur de courtes ascensions, fussent-elles assez violentes, puisque c'est l'archétype du puncher, hein, que d'arriver à faire par des efforts très très violents, arriver à tenir sur ces circonstances-là. Et c'est pour illustrer ça, Lutsenko qui va encore une fois s'accrocher assez magnifiquement dans cette dernière ascension de l'étape 4 pour coller à la roue de masse, lequel a intérêt à essayer de reprendre du temps en général. Donc je roule. Et celui qui va tirer les marrons du feu, c'est Alexei Lutsenko. Thibaut Pinot n'a rien pu faire, Prieto a travaillé, etc. Almeida s'était un petit peu sacrifié, Pogacar avait été un peu juste. Bref, Lutsenko a gagné ce Tour de Valence. Hein. Il l'a gagné, on peut le dire, vu le profil de l'étape 5, où on va par contre essayer de s'amuser une nouvelle fois avec Bissegger pour savoir si c'était du hasard ou si on avait vraiment un candidat à pas mal de victoires, y compris lorsque le temps du World Tour sera arrivé. Donc la réponse tout de suite, dans les secondes qui vont venir. On est toujours sur un train assez monumental, puisqu'on va quand même se retrouver avec... allez, je vais de nouveau faire travailler les Rubio, les Jorgensen, les Verona pour Bissegger. Puis on verra un petit peu comment ça se passe. Est-ce que Groenewegen prendra sa revanche? Est-ce qu'un autre viendra comme ça rappeler qu'on n'est absolument pas favori au sprint? C'est parti. Donc, une fois n'est pas coutume, j'ai calé Prieto dans la route Bissegger parce que j'ai pas envie de me faire couillonner. J'en ai un petit peu marre parfois des cassures artificielles en fait. Et donc je me dis, si cassure il y a, alors ne me cassez pas les pieds, au moins qu'un de mes coureurs un peu moins bien placé puisse en bénéficier. Ça ne sera pas le cas. Et Bissegger aura à nouveau survolé le sprint massif, cette fois-ci face à notamment McCabe. Voilà. Donc victoire finale pour l'ami Lutsenko. Mas pour 9 secondes et bredouille. Mais c'est pas grave, la revanche, on l'aura forcément tôt ou tard. On était hors pic de forme, il n'y avait pas d'objectif particulier. Et la dernière course pour cet épisode-là que je veux vous proposer, c'est Ruta del Sol, hein, comme on dit. Hein. Voilà, donc allons-y. Une épreuve qui a priori n'aura pas lieu cette année, elle non plus, quoi. C'est assez tristouné, apparemment. Plusieurs courses comme ça en Espagne ont été supprimées, ont été annulées ou reportées. J'ignore si c'est l'une ou l'autre. Toujours est-il que, par exemple, vous avez vu l'autre jour le Grand Prix la Marseillaise. On a l'étoile de Bessèges qui se court. Apparemment, ça tient à des endroits et ça tient pas à d'autres. J'espère compter sur les Italiens, sur les Belges, pour maintenir leur course. Je le souhaite en tout cas. Je le souhaite vivement. Et puis, regardez, sur cette première étape, qui est-ce qui va s'imposer? Les vainqueurs sont rarement des types qu'on rencontre comme ça au hasard. Hein. Là, c'est Wout van Aert qui s'impose. Donc, jolie manière de démarrer cette épreuve avec la première étape pour Van Aert. Après, c'est sûr que quand on a comme ça ensuite un contrôle à montre individuel sur du très plat, il fait moins de 10 km, donc les écarts seront pas immenses. Mais il faut pas s'attendre à taper les Dumoulin et compagnie. Hein. C'est un petit peu difficile. C'est trop plat en fait. C'est trop plat pour nous. Même si Solaire jouit d'une très très belle forme du jour, ça va pas changer grand chose. Il ne
parviendra absolument pas à s'imposer. La seule chose qu'il parviendra à faire, c'est limiter un petit peu la casse. Voilà. Donc Tom Dumoulin va s'imposer, Marc Soler va limiter les dégâts, et Higuita, par contre, prendra un petit peu cher. Vous voyez, hein, les courses et les années se suivent et ne se ressemblent pas. Sur le Giro qui avait l'année précédente, Higuita avait été exceptionnel, notamment sur les contre-la-montre. Mais là, on peut pas faire des miracles. Quand tu te prends moins 3 forme de jour, voilà, tu te concentres sur la prochaine fois où il y aura une opportunité à jouer, parce que là, c'est un peu mort. Voilà. Donc, du coup, ça clarifie un peu la situation. Ça veut dire qu'en fait, j'ai 4 équipiers, un lieutenant, Higuita, et l'ami Solaire qui est leader. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je n'ai pas aligné 7 coureurs, et pourquoi est-ce que j'en aligne 6, tout comme je l'ai fait sur le Tour des Émirats, 6 coureurs également, ou également sur le Tour du Var, 6 coureurs aussi. C'est parce qu'en fait, je veux gérer mes repos. Il y a des coureurs dont la préparation prévoit d'être vraiment à 0% cette semaine-là. Et donc je veux surtout pas abîmer leur courbe, devoir la repenser, devoir la modifier. Je crois qu'en tout j'ai 26 coureurs, un truc du style dans cette équipe. Donc vous voyez, ça veut dire que j'en ai 8 en fait que je ne veux absolument pas impliquer ces semaines-là. Et donc je m'en sors in extremis en alignant que 6 coureurs par course au lieu de 7. Si jamais, de toute façon, dans ces cas-là, moi, si jamais je n'ai pas assez de coureurs, je ne sacrifie pas ma planification. J'y vais même jusqu'à annuler la participation à une épreuve. Tellement je ne veux pas commencer à foutre le bordel sur mes courbes, en fait. C'est trop important. Allez, Drago. Jeune Colombien plutôt intéressant, ce petit Drago là, je l'aime bien. Il aura fait le boulot, hein, autant que faire se peut, pour mettre sur orbite Solaire et Higuita. Enfin après les poursuivants sont quand même pas bien loin, hein. Mais donc sur cette toute fin d'étape, on va essayer de faire collaborer Higuita et Solaire pour essayer de terminer déjà avec la victoire d'étape. Ce serait pas mal. Et puis une petite récompense aussi au classement général, on verra. Donc Higuita s'impose, c'est quand même bien revenu derrière. D'ailleurs Solaire finalement n'a rien gagné. Il n'a rien gagné sur ce coup-là. Et donc au général, Tom Dumoulin garde le commandement. C'est très serré, il n'y a vraiment rien de fait. Ça va jouer sur les 2 dernières étapes, hein. La 4 là, elle est très jolie. Déjà elle est assez costaud, hein, sur le final. Puis la 5, il y a aussi une toute fin qui est magnifique. Donc très jolie, hein. Cette Ruta del Sol, je la trouve vraiment très belle. Je pense que c'est la même que celle que j'ai jouée l'année précédente, mais peu importe, hein, on n'est pas non plus en situation de l'avoir jouée 15 fois, quoi. Donc elle est vraiment très jolie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus, à votre avis? On va protéger, et puis à un moment donné, on va accélérer. Donc il y a zéro originalité en même temps. On vise pas l'originalité, on vise l'efficacité. Donc à partir de là, voilà. Donc stratégie prévisible, stratégie habituelle, avec Roulens et Jacobs qui lâchent. Oui, ils ont tout donné, un peu comme un certain Jasper Stuyven, qui lui aussi, il est chez IF1. Il faut s'y faire en fait, hein, au changement de coureur, au changement d'équipe, donc hein, pour une majorité de coureurs qu'on connaît. Il faut arriver à s'y faire. Je vous avoue que quand je passe d'une partie à l'autre, des fois je dois m'accrocher pour me dire, attends, un tel il est où déjà? Ah oui, ok, il est là, ouais, mais oui. C'est pas normal pourtant. Enfin bref, vous voyez le genre de prise de tête. Rivera, Bernal et compagnie sont partis, je crois qu'il y a Masnada dans le lot, sont partis d'un petit peu loin. Nous on la joue un peu plus progressif avec Higuita qui va se mettre minable, hein, pour le compte de Marc Soler, parce que c'est vraiment le jour, Roglic aussi bosse pour Dumoulin, c'est vraiment le jour pour essayer de regagner un peu de temps
avec cette arrivée au sommet qui normalement nous offre la possibilité. Attention à Tadej Pogacar, on va apercevoir à ce moment-là Egan Bernal qui va commencer un petit peu à lâcher sous peu de temps. Dumoulin par contre est capable de faire le jump. Donc joli voilà, regroupement de stars du peloton, la personne de Dumoulin, Bernal et Pogacar notamment. Et c'est Soler qui va comme ça s'échapper et essayer de terminer en costaud avec plus grand chose en magasin, mais tout de même, voilà, une victoire d'étape, un peu de temps, une bonification. Donc déjà, ça peut éventuellement suffire à notre bonheur. Pour ce qui est de la prise du maillot de leader, c'est ce qu'on va regarder tout de suite, attention. Et oui, ça a fonctionné pour 5 secondes, donc c'est vraiment la bonif. Pour 5 petites secondes, Dumoulin n'a plus le maillot de leader sur les épaules, c'est Soler. À la veille donc de l'étape 5, la dernière. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer sur l'étape 5 ? On a un max de pression, il ne faut absolument pas perdre cette tunique de leader. Hein. Donc à partir de là, scénario habituel. De toute façon, j'ai pris des équipiers assez faibles pour le contexte un peu montagneux. Hein. Donc on fait comme on peut, puis après on compte sur Higuita et Soler pour se débrouiller. Et c'est ainsi comme ça qu'on va très calmement rejoindre écoutez, le final de cette étape. Final dans lequel on acceptera de sacrifier Higuita s'il le faut. Il y a une échappée qui est assez fournie devant. Il y a une échappée de plus d'une vingtaine de coureurs qui finalement avaient une jolie avance et abordent la dernière ascension. On voit qu'on est à 5 km de l'arrivée là. Aborde cette dernière ascension avec une jolie avance. Hein. Vous voyez, on était presque pas loin des 3 minutes. Quoi, hein. Donc on peut penser que la victoire d'étape est plus ou moins jouée pour un des mecs de l'avant. Mais ce qui se passe, c'est qu'ici, en fait, les pourcentages sont excessivement violents. Et donc, à partir de là, moi, je vous ai dit, hein, je vais sacrifier Higuita afin de pouvoir vraiment dynamiter cette course avec Soler et vraiment essayer d'y aller au panache. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Vous voyez le groupe d'échappés là, qui sont tous à l'agonie en vérité. Et je me dis, tiens, mais il y a peut-être un truc à faire en fait. Peut-être qu'en sprintant, en essayant de jouer comme ça sur la barre jaune, il y a peut-être un truc à faire. Regardez, Pogacar a eu la même idée, plus ou moins. Et c'est comme ça que l'arrivée va être excessivement serrée entre les deux hommes. Il y a même un troisième qui est en train de revenir. Attention, c'est Prades, on connaît. Un ancien de la maison, voilà. C'est Marc Soler qui s'impose finalement de très 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 peu. Alors Higuita dans l'affaire va perdre son podium, mais c'est anecdotique, puisque ce qui comptait ici, c'était vraiment la victoire sur le général final, en plus de cette petite victoire d'étape quand même pas négligeable pour Soler, qui en aura pris 2, et Higuita a pris la sienne. Donc très très bonne route à Del Sol, en tout cas pour l'équipe. Et puis, que vous dire si ce n'est que on va se retrouver dans pas longtemps, quoi. Hein. On va se retrouver dans pas longtemps pour Paris-Nice, avec quand même des petites épreuves amusantes avant, notamment Estrade Bianche, évidemment, l'homme loop, etc. etc. À plus.